Bonjour mes amis, ne me parlez pas de mes cheveux, c'est la catastrophe, je le sais. Tout ce que vous pensez au sujet de mes cheveux, je le sais. Donc, deuxième point. Aujourd'hui, vous allez entendre un petit peu de bruit ambiant parce que je n'ai malheureusement pas pu prendre l'autre voiture. On a un petit problème ici au Royaume-Uni. Alors, d'un côté le Brexit, d'un côté on a des manifestants climatiques qui bloquent les ports, qui bloquent les autoroutes. On a un manque de camionneurs, n'est-ce pas? De sorte que nous sommes rentrés dans l'ère de la pénurie. Alors, bien sûr, hein, s'il n'y a pas de pain, on mangera des brioches. S'il n'y a pas de confiture, on mangera de la marmelade. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'essence. Alors bon, vous savez, les BMW, elles ont toutes les qualités, mais question consommation d'essence, hein, c'est une voiture qui ne résiste pas très bien au choc pétrolier, en fait. Donc voilà, je me retrouve donc dans ce véhicule, n'est-ce pas, qui roule toujours. Hein, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est toujours là, n'est-ce pas. Et j'ai réussi hier soir, alors là il va falloir que je parle pas très fort, parce que je veux pas que les gens m'entendent. J'ai réussi à faire le plein d'essence hier soir. Je vous assure, j'ai un plein. J'ai un plein entier, en fait, j'ai un réservoir. Hein. Là, je suis dans un supermarché, ils ont une pompe là. Je vous garantis qu'il y a un embouteillage à l'entrée. Il y en a pour 3/4 d'heure d'attente pour mettre un peu d'essence. Okay. Moi, hier, j'ai entendu un bruit sur Twitter. Je me suis dit, bon, hein, je vais prendre un peu de carburant. En fait, là, le problème, c'est que, je vous dis un truc. Ça se vide, même les supermarchés sont vides. D'accord? Même les supermarchés commencent doucement à se vider. On n'achète plus vraiment. Hein, on n'achète plus vraiment ce qu'on veut. C'est fini l'époque de la liste d'achat. C'est fini l'époque où je partais en disant voilà ce que je vais acheter. Non, non. Là, ça me rappelle l'Algérie de mon enfance. Là, tu vas, hein, et puis tu regardes. Hein, tu as le carburant en poche. Et puis tu vois ce que tu trouves. Hein, voilà. S'il y a, tu achètes. S'il n'y a pas, ben voilà quoi. Tu reviens. Ou tu vas voir un autre magasin. Donc, ouais. C'est dingue, hein, c'est comme ça. Alors, je voulais vous dire un truc. La dernière fois, j'ai fait une petite erreur dans la vidéo et ça m'a été signalé, n'est-ce pas, sur l'histoire des sous-marins australiens. Je m'étais trompé sur le fait que ce n'étaient pas des sous-marins nucléaires, en fait. L'accord avec la France ne spécifiait pas que ces sous-marins seraient nucléaires. Néanmoins, au-delà de ce détail, parce qu'il faut savoir que ces projets prennent des années, au fur et à mesure qu'ils se font, les spécifications changent, évoluent, en fonction des administrations, en fonction des besoins. Et si ça se trouve, ils se feront jamais. Mais en tout cas, pour revenir sur ce point, j'aimerais vous dire quelque chose. La France, et c'est un point que j'avais soulevé à l'époque, je n'ai pas pu retrouver la vidéo où je l'avais soulevé, mais bon, peut-être certains s'en souviennent. À l'époque où la France avait refusé de livrer les porte-hélicoptères Mistral à la Russie. Vous vous rappelez de cette histoire? La Russie avait payé des porte-hélicoptères à la France. Les porte-hélicos étaient construits, ils étaient nommés. Je crois qu'il y en a un qui s'appelait Vladivostok et l'autre, je ne me rappelle plus trop. Et soudainement, il y a eu cette histoire en Crimée et la France décide de ne pas livrer. Ça c'est grave parce que quand tu vends de l'armement, bon, bien sûr, on peut discuter longuement sur la problématique de vente de l'armement, sur la problématique morale, on va dire. Mais quand tu vends de l'armement, tu es en train de le vendre à des gens qui font des guerres, hein, qui envahissent des territoires, je veux dire, tu vas pas vendre de l'armement à des gens qui font rien, quoi. Les gens qui font rien, ils vont pas t'acheter quoi que ce soit. Hein. Le Vatican, hein, il va pas t'acheter des Mistral, tu comprends? Il n'en a pas besoin. Donc, celui qui t'achète des Mistral est quand même quelqu'un qui en a l'usage. Hein, sinon, ça sert à rien, sinon on ne rentabilise pas, quoi. La France, à l'époque, en refusant de livrer, déjà, elle a baissé gravement sa crédibilité. Déjà, sur ce plan-là, c'est un pays qui a montré ses limites. En vérité, c'était pas une question seulement de la France. C'était les États-Unis et le Royaume-Uni et autres qui avaient fait pression sur la France pour qu'elle laisse tomber le contrat. Alors le Royaume-Uni, entre nous, il avait fait pression sur la France pour qu'elle laisse tomber le contrat, alors qu'il continuait à vendre des missiles à la Russie, hein, juste pour vous dire. En fait,
les autorités françaises, enfin la France en général, jouent perdant. Toujours, ils jouent perdant. Toujours. Sur quel que soit le plan, vous allez voir que toujours, ils prennent des décisions qui font qu'ils deviennent leurs propres ennemis, en fait. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point que je voulais soulever par rapport à cette histoire de sous-marin, n'est-ce pas? C'était que si vous êtes, on va dire, on va regarder de manière un petit peu superficielle. Si vous avez des problèmes avec la Chine, vous êtes l'Australie, vous avez au nord la Chine, il y a des mers qui vous séparent et il y a des jeux de plus en plus malsains qui se passent dans ces mers-là, des jeux de domination. Vous avez envie d'avoir qui comme partenaire, comme allié? La France de Macron ou bien les États-Unis? Je veux dire, je sais que Biden, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais question alliance stratégique, je veux dire, vaut mieux se mettre avec les États-Unis qu'avec la France. Un pays qui pèse de moins en moins et qui par dessein pèse de moins en moins. Ça veut dire que la France a cette vocation, a cette volonté de peser de moins en moins sur l'échiquier géopolitique et sur le plan global, en fait. Autre point que je voulais aussi soulever par rapport à cette histoire. Le contrat pour ces sous-marins disait que 90% de la valeur des contrats devait se faire en Australie, devait être dépensé en Australie. Création d'emplois, transfert de technologie et tout ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je pense que la France a signé en espérant que cette exigence était de la politique politicienne, alors qu'en fait, peut-être les Australiens étaient sérieux là-dessus. Parce que ça n'a strictement aucun sens. Je veux dire, s'il était possible de fabriquer 90% d'un sous-marin en Australie, l'Australie n'aurait pas eu besoin de la France. Ça n'a pas de sens. Quand un pays achète des Airbus ou des Boeing, 90%, ça veut dire que je vais le fabriquer chez moi, je veux que tu me montres comment le fabriquer, je veux que tu me crées toute la filière de sa fabrication, et puis s'il reste 10%, genre il reste les sièges et les toilettes, je les achèterai ailleurs ou je les ferai moi-même. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est littéralement demander la création d'une filière, en fait, littéralement. Ça n'a pas de sens. En tout cas, plus loin que cela, parlons d'autre chose. Quelque chose qui a soulevé un peu de débat ces jours-ci, c'est le débat justement entre Mélenchon et comment il s'appelle, Mélenchon et Zemmour. Alors, j'aimerais vous dire que ce débat et de l'avis d'énormément de commentateurs, ce débat n'a pas pu soulever les problématiques actuelles. Quand on voit de quoi ils ont parlé, ces deux gars, et d'ailleurs je dois dire que depuis la dernière fois, Zemmour s'est un petit peu peut-être rapproché des gens. Il arrive à aujourd'hui parler aux gens sans adopter des références historiques correspondant à des événements desquels les gens s'en foutent, un peu comme l'édit de Nantes, je veux dire. C'est pas un truc comme la révocation de l'édit de Nantes, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que je vois maintenant, que je visualise, c'est que comme Mélenchon, comme Zemmour, ont été coincés sur des répertoires surannés, des répertoires datant de 2015, datant sur des problématiques qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le monde a beaucoup changé ces 18 derniers mois, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens sont inquiets de manière légitime. Beaucoup de gens ont été atteints dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Beaucoup de carrières ont été détruites, beaucoup de familles ont été éclatées. Des peuples sont aujourd'hui divisés par des fossés idéologiques. Alors, c'est très inquiétant, on ne sait pas où ça va. Et on dirait qu'il y a un schéma qui est un petit peu mondial. Pas nécessairement mondial dans le sens guerre mondiale, enfin, dans le sens guerre mondiale en fait. Ça signifie que ce n'est pas tous les pays du monde qui sont impliqués, mais les pays, on va dire, du premier monde quelque part, qui sont impliqués. Dans des changements qui semblent scriptés et qui semblent être se dérouler de la même manière, quelques jours près en général, dans différents pays. Ces changements sociétaux
sont très importants. Et on aurait attendu, on aurait bien aimé, il y a beaucoup de gens, il y a des millions de gens qui auraient voulu entendre Mélenchon, Zemmour sur ces sujets-là. Malheureusement, ils n'ont pas, et en particulier Zemmour, que nous attendions, n'a pas dans son répertoire de quoi faire face aux événements d'aujourd'hui. Vous voyez, son répertoire sur lequel il est très fort, sur lequel il a construit, on va dire, toute sa persona, c'est le répertoire de, bon, l'islamisation, les banlieues, l'immigration, la non-intégration, la violence, le terrorisme, le djihadisme. On connaît tout ça, on connaît tous ces mots-clés, n'est-ce pas? On connaît tous ces mots-clés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est un peu entre parenthèses. Franchement, j'ai l'impression que tout ça est entre parenthèses. Je me souviens, il y a quelques années, où on arrivait quand même à faire une tempête médiatique et réseaux sociatiques et tout ça, pour un voile dans une école, pour un niqab dans une cantine, vous comprenez, pour une barbe dans une entreprise. Et des choses comme ça. Je regrette ces temps-là. Hein. C'était les temps de la naïveté, c'était les temps... c'était la douceur, c'est la douceur de mon enfance. On ne réalisait pas à l'époque. Mais ces problématiques aujourd'hui, même si elles ont toujours lieu d'être, j'ai envie de dire qu'elles ont été quelque part reléguées au second plan, dans la conscience, la majorité des gens. Vous voyez? Voilà. Donc, ce débat entre Mélenchon et Zemmour, et les thématiques qui ont été évoquées sont très intéressantes, n'est-ce pas? Ces thématiques sont très intéressantes, sauf qu'elles arrivent trop tard. On aurait bien aimé les entendre en 2015, mais on les entend aujourd'hui en 2021, et on a l'impression d'écouter une histoire d'hier, quoi. Voilà, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, c'est tout, en termes de préoccupation. Je vais aussi, c'est pas une revue de presse dont je vous parle, hein, c'est pas une revue de presse. Je ferai une revue de presse propre avant que le mois de septembre se termine. Il faut que je fasse une revue de presse digne de ce nom. Mais je voulais vous parler, j'ai vu que Marion Maréchal Le Pen, on va dire Marion Maréchal seulement, hein, on va pas stigmatiser non plus, a été reçue par le Premier ministre hongrois. Donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. C'est une personnalité, je pense, qui a beaucoup d'avenir, peut-être pas nécessairement là sur ces élections-là, mais au cours de cette décennie, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut surveiller. Ça peut correspondre peut-être à un renouveau, en tout cas on l'espère. Mais le problème c'est que, et ça, que ce soit Marion Maréchal ou Zemmour ou le Front National, en tout cas ce qu'il en reste, ont à faire face, doivent faire face à, c'est le fait que aujourd'hui, c'est bien rentré dans les consciences que certains peuples n'ont pas le droit, ou certaines cultures n'ont pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit, on a le droit d'être fier. Par exemple, si quelqu'un vient, je ne sais pas moi, de n'importe quel pays africain, ou n'importe quel pays asiatique, il a le droit d'être fier de ses origines, de sa langue, de son histoire, de ses réalisations, même si toutes les histoires comportent leur bémol, bien entendu. Bon, j'ai pas envie de dire que 1942, c'était un bémol dans l'histoire française, hein, on se comprend. Mais toutes les histoires ont eu leur bémol. Tous les peuples ont eu leur période de grandeur, ont eu leur période de décadence, ont eu leur période de misère, ont eu leur période d'héroïsme et leur période de lâcheté. Dans ce sens, le peuple français ou le peuple belge ou autre ne sont pas différents. Sauf qu'ils semblent être traités différemment dans l'histoire ou dans l'actu aujourd'hui. Voilà. Ils n'ont pas le droit, semble-t-il, d'exprimer leurs valeurs sans devoir s'excuser, sans devoir... Ils traversent comme ça, ils traversent le présent en s'excusant d'exister, et ils doivent juste baisser la tête, raser les murs. Et ceci, malheureusement, est de plus en plus intégré, et il devient très difficile, je ne dis pas impossible, mais il devient très difficile de faire de la politique, sur ces thématiques, sans être immédiatement, sans passer pour vous savez quoi. D'accord ? Enfin, mes amis, je vous laisse, n'est-ce pas? Je vous laisse. C'est juste une vidéo pour remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport
à cette histoire des sous-marins. Pensez aussi qu'en 2016, on a piqué donc, au chantier du groupe naval, on leur a piqué, je crois, 22 000 pages de documents. C'était une affaire, je crois, d'espionnage industriel ou autre, où on leur a piqué des documents liés à des commandes, à des sous-marins qu'ils avaient livrés à l'Inde et à d'autres pays. Donc je veux dire, ça la fout mal quand même, hein, parce que les sous-marins correspondent à quelque chose qui se passe sous l'eau, et elle se passe sous l'eau pour une raison, quoi, hein. C'est pas, c'est secret, et puis l'ennemi doit mettre des années pour percer, on va dire, les détails des sous-marins. Alors si l'ennemi a 22 000 pages de schémas et tout ça in extenso, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc on va dire que la France a manqué de rigueur sur toute cette histoire, en fait. Elle a manqué de rigueur, et elle a en fait, c'est plus un partenaire crédible. Voilà, comme je le disais au début de la vidéo. En tout cas, autre chose à surveiller, mes amis, et là je l'ai signalé sur plusieurs vidéos, faites gaffe, faites très 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 gaffe à ce que Macron ne change les modalités des élections présidentielles. Je le vois le faisant, et ça fait plusieurs fois que je le signale, les modalités des élections présidentielles. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, les modalités des élections suivantes qui vont venir en 2022 ne se passeront pas comme les élections de la dernière fois. Il y a des choses qu'il changera nécessairement pour améliorer sa perspective, on va dire, de gagner. Il doit changer quelque chose. Je ne vois pas les prochaines élections être réalisées exactement comme les dernières. Il y aura des changements de modalité et il va falloir surveiller cela. Voilà. Je vous laisse, mes amis, et puis je vais essayer d'aller trouver de la bouffe pour ma famille, enfin ce que je pourrais trouver. J'achèterai ce que je trouverai. À très bientôt.